Président de la République pour être reconduit dans ses fonctions de directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En application de l'article 13 alinéa 5 de la Constitution, nous procédons donc aujourd'hui à son audition qui sera suivie d'un vote. Je vous rappelle que le président de la République ne pourrait pas procéder à la nomination de M. Leski si les votes négatifs au sein de notre commission et de la commission des lois de l'Assemblée nationale représentaient au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein des deux commissions. C'est la règle que vous connaissez bien maintenant des 3/5 négatifs. Le vote aura lieu suite à l'audition qui va se dérouler. Elle est publique, elle est ouverte à la presse. Nous procéderons au dépouillement en fin de matinée, dans le même temps que nos collègues députés. C'est aussi une règle que vous connaissez bien. Les délégations de vote ne sont pas autorisées, comme vous savez, conformément à l'ordonnance du 7 novembre 1958. Je m'adresse à vous désormais. Vous aurez la parole après. Je vous en fais serment. Alors, Monsieur Leski, vous avez été nommé directeur général de l'OFII à compter du 1er janvier 2016 pour un mandat de 3 ans avant d'être reconduit dans vos fonctions fin 2018 puis en janvier 2022. Je note que dans l'hypothèse d'une reconduction, vous passeriez le cap de la décennie à la tête de cet office qui est stratégique pour la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d'immigration. Avant de vous passer la parole, je souhaiterais d'ores et déjà vous poser 2 questions sur l'activité et le fonctionnement de l'Office. Question générale tout d'abord. Quels ont été les faits marquants dans l'activité de l'OFII depuis votre prise de poste et quel bilan tirez-vous de vos 3 premiers mandats? Question donc vous voyez très générale. Et deuxième question, le défi majeur des prochains mois pour l'Office sera la mise en place et la mise en œuvre de l'article 20 de la loi de contrôle de l'immigration et de l'intégration qui a été votée assez récemment et qui conditionne la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à la réussite d'un examen de langue de niveau A2 ainsi qu'un examen civique. L'OFII est-il prêt pour la mise en place de cette nouvelle étape fondamentale du parcours d'intégration? Avez-vous des informations plus importantes que les nôtres sur la date à laquelle le décret pourrait être publié? Et à votre connaissance, quel est le coût du dispositif? J'en ai fini et je vous passe la parole, monsieur le directeur. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci, effectivement, le Président de la République a décidé de soumettre à votre appréciation mon éventuelle reconduction à la direction de l'Office, un sujet évidemment important que l'accueil et l'intégration, et vous m'envoyez particulièrement honoré. Je mesure la confiance qui m'est faite et avant d'obtenir la vôtre, effectivement, je me dois un peu de faire le bilan de cette presque 9 ans d'activité exécutive au sein de cet établissement public. Alors, bien évidemment, tout l'enjeu ces dernières années, ça a été l'intégration, c'est-à-dire la mise en œuvre des évolutions législatives. Le Parlement a demandé à l'OFII, au moment où je suis arrivé, de reprendre des missions qui étaient dévolues à d'autres. Je pense au versement de l'allocation pour demandeurs d'asile, à la gestion du parc d'hébergement, et puis à la reprise d'une procédure importante pour laquelle tous les ans nous faisons un rapport au Parlement, qui est la reprise du titre de séjour pour soins. Quand je suis arrivé à l'OFII, l'OFII signait 103 000 contrats d'intégration républicaine. En 2023, ce sont 128 000 contrats qui ont été signés. Nous faisions 5 millions d'heures de cours de français. Nous sommes arrivés en 2023 à plus de 12 millions d'heures dispensées pour le français, qui est un élément important de l'intégration. Et puis, comme les personnes sont reçues dans les directions territoriales de l'OFII. L'OFII est un établissement public qui reçoit beaucoup de monde, entre ceux qui signent le CIR et d'autres publics. C'est plus de 300 000 personnes qui ont été reçues en 2023 dans les directions territoriales de l'OFII. Ceux qui ont des directions territoriales dans leur ressort le savent et le voient. Toutes ces dernières années, nous avons essayé de renforcer des éléments qui sont importants pour l'intégration. Je pense au renforcement des journées civiques et de leur contenu. Et je pense aussi surtout à la question de l'emploi, de l'insertion par l'emploi, c'est-à-dire de la capacité de ceux que nous accueillons, quel que soit le type d'introduction dans le territoire, à devenir autonomes. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup renforcé les partenariats avec Pôle emploi et même, en ce qui concerne l'OFII, de manière directe, des partenariats avec des employeurs et des filières professionnelles. On peut y rajouter effectivement les dispositifs comme HOPE avec l'AFPA ou le nouveau dispositif Agir. Je dis cela parce que
les deux problèmes majeurs de l'intégration des étrangers qui arrivent, quel que soit leur mode d'introduction, eh bien, c'est l'accès au travail et il est rendu difficile par le fait que nous avons une partie de ceux qui arrivent qui ont un faible niveau de formation initiale, de formation scolaire en particulier. Nous avons 10% de non-lecteurs, non-scripteurs et nous avons en proportion l'immigration la plus faiblement développée formés au niveau scolaire des pays de l'OCDE et en particulier au niveau de l'Europe. Et puis le deuxième sujet, c'est l'accès au logement qui demeure un problème majeur dans la capacité d'une partie de l'immigration, quel que soit son mode d'introduction, à devenir autonome ou avoir des conditions de vie, je dirais, dans des critères acceptables. En ce qui concerne l'asile, comme je vous l'ai dit, on nous a demandé de reprendre le versement de l'allocation pour demandeurs d'asile. Ça a été une situation difficile, ça a fait l'objet dans votre Assemblée de rapports, même d'interrogations. Il nous a fallu faire cela dans un temps extrêmement contraint, puisqu'il ne fallait pas à la fois qu'il y ait de rupture de droit pour les personnes, et c'était le souhait du Parlement. Les fichiers d'allocataires qui nous ont à ce moment-là été transmis par Pôle emploi n'étaient pas tout à fait bons. Il y avait des doublons, des choses qui nous empêchaient de continuer à verser sans un travail, je dirais, très fin d'analyse de l'ensemble des données. Après cela, nous sommes arrivés dans une situation où nous avons réussi à maintenir les droits tout en ayant une gestion rigoureuse. Nous avons aujourd'hui 176 000 personnes qui reçoivent l'allocation pour demandeurs d'asile, ukrainiens compris, puisque au moment de la crise ukrainienne, il a été demandé à l'OFII aussi dans des délais extrêmement contraints de verser l'allocation prévue par les textes européens, qui n'est pas forcément l'allocation pour demandeurs d'asile, mais c'est à l'OFII qu'on l'a fait. Il y a aujourd'hui entre 75 000 et 80 000 Ukrainiens sur le territoire, enfants compris, c'est-à-dire à peu près 60 000 majeurs et 15 000 enfants scolarisés, plus que quelques enfants qui ne le sont pas. Nous avons une baisse en fait des Ukrainiens en France par rapport à d'autres pays. La dépense d'allocation était de 307 millions quand je suis arrivé à l'OFII. Elle a été en 2023 de 449 millions. Elle a augmenté justement grâce au travail que je vous ai décrit, la dépense moins vite que le nombre d'allocataires, grâce à ce travail fin, rigoureux qui nous a été demandé. En ce qui concerne le parc d'hébergement, là encore, c'est une question importante. Quand je suis arrivé à l'OFII, nous avions 54 000 places d'hébergement. Nous en avons aujourd'hui 114 000 ouvertes, pour lesquelles nous orientons les personnes. Nous n'hébergions au moment de mon arrivée que 37% des demandeurs d'asile. Aujourd'hui, nous hébergeons 80% des demandeurs d'asile. C'est un travail qui nous a demandé beaucoup d'efforts, en particulier de surveillance des opérateurs à de multiples niveaux du reste. Et aujourd'hui, le taux d'occupation fin 2023 était à 98%. Il était à moins de 90% au moment où je suis arrivé. Nous avions des opérateurs qui, d'une certaine manière, ne jouaient pas le jeu. L'autre chose qui nous a été demandée, c'est dans le prolongement de la loi, c'est une meilleure répartition, je dirais, de la charge de l'accueil des demandeurs d'asile. Ça peut faire l'objet de débats, mais l'Île-de-France concentrait 50% des demandeurs d'asile dans l'Île-de-France au moment de mon arrivée. L'Île-de-France enregistrait autant de demandeurs d'asile à l'époque que l'Italie. Aujourd'hui, nous sommes à 24% de demandeurs d'asile en Île-de-France, à la fois dans l'enregistrement et dans l'hébergement. Et grâce à ce qui a été introduit par la loi, l'orientation directive, qui peut faire l'objet de débats, il y a eu une meilleure répartition de la charge de l'accueil. Parmi les missions historiques de l'OFII, il y a le regroupement familial, qui est une procédure extrêmement complexe, puisque ça demande des dossiers avec de multiples éléments. Quand je suis arrivé à l'OFII, nous avions 16 000 dossiers déposés. Nous sommes en 2023 à 32 000 dossiers déposés. Il y a quelque chose qui correspond du reste à l'augmentation du nombre de personnes arrivant en France en 2023 a été un moment extrêmement fort. En ce qui concerne l'activité de santé, qui est aussi en partie une mission historique de l'OFII, c'est plus de
d'une centaine de médecins et une centaine d'infirmiers qui travaillent dans le cadre de vacations dans les différentes directions territoriales. C'est ce qui nous permet de mettre en œuvre les visites de prévention, la visite dite de tuberculose historique pour l'OFII, mais aussi au fil des années des visites visant à regarder les troubles psychiques présentant des risques pour l'ordre public en ce qui concerne les personnes autorisées à séjourner plus de 3 mois dans le pays. Et puis nous avons mis en place un rendez-vous santé spécifique pour les demandeurs d'asile, puisque nous avons des demandeurs d'asile qui peuvent arriver avec des pathologies sensibles et pour lesquelles nous devons prendre en compte pour mieux les orienter dans l'hébergement. Nous participons aussi de la procédure d'éloignement avec l'avis médical qui est donné par des médecins de l'OFII, l'examen des demandes de protection contre l'éloignement qui peuvent être faits par un retenu, c'est aussi les médecins de l'OFII qui font ça. Et puis il y a le fameux titre de séjour pour soins qui fait l'objet maintenant d'un rapport annuel. Je rappelle que du temps des ARS, il n'y avait pas de rapport et le Parlement n'en était pas informé, mais d'une manière générale, les données n'étaient pas publiques. Nous avons fait un effort de transparence, un rapport qui est donc fait tous les ans. Depuis que je suis arrivé à l'OFII, nous avons eu 205 000 demandes de titres de séjour pour soins. Et grâce à la mise en place de procédures extrêmement rigoureuses, d'identitovigilance, de conventions avec des laboratoires pour permettre de vérifier la réalité des pathologies arguées. Nous avons fait un travail extrêmement fin là encore. Il y avait au moment de mon arrivée plus de 37 000 bénéficiaires du titre de séjour pour soins. Au 31 décembre 2023, il n'y en avait plus que 21 900 titulaires de ce titre de séjour pour soins qui sont des séjours pour des soins lourds. Il ne s'agit pas de confondre avec de la médecine, je dirais, courante. C'est des soins importants pris en charge dans le cadre de la sécurité sociale, ce qui est différent de l'aide médicale d'État. Bien évidemment, nous participons des CRA avec toujours cette activité importante d'aide et d'assistance aux personnes retenues, qui est une activité sociale pour aller permettre aux personnes de récupérer leurs affaires, de récupérer ce qu'ils peuvent avoir sur des comptes en banque, etc. C'est une mission qui est devenue de plus en plus difficile pour les agents. Et j'imagine que vous avez pu vous entretenir avec le ministre de l'Intérieur. C'est lié à l'évolution des profils des personnes en CRA qui peuvent présenter parfois des risques pour les agents. Dans cette activité, nous avons fait un effort important en ce qui concerne l'aide au retour volontaire et la réinsertion. En particulier, du reste, j'avais demandé, et le législateur, avec le gouvernement, on a convenu qu'il fallait proposer les de retour à partir des centres de rétention administrative parce que ça coûte moins cher et c'est d'une certaine manière pour les policiers de la police de l'air et des frontières qui font un travail exigeant et je dirais souvent difficile, une aide que le pouvoir proposer de l'aide au retour dans les centres de rétention administrative. Mais là encore, notre enjeu a été de rééquilibrer l'aide au retour entre les personnes qui viennent en France et qui ne sont pas soumises à visa. Je pense à des nationalités qui ont beaucoup fait parler d'elles au moment de l'arrivée, c'est-à-dire les Géorgiens ou les Albanais, avec les nationalités soumises à visa, puisque c'est celles avec lesquelles aussi on a le plus de difficultés pour le retour contraint. Nous sommes aujourd'hui à plus de 50% d'aide au retour pour des personnes soumises à visa, alors que c'était exactement l'inverse au moment de mon arrivée. Nous étions à 4 700 retours quand je suis arrivé à l'OFII. Nous sommes aujourd'hui à plus de 7 000 retours. Nous étions à plus de 8 000, après 9 000 avant la pandémie, mais la pandémie a un peu cassé la dynamique que nous essayons de reprendre. Enfin, je dirais, et parce que votre Assemblée a sur ce plan-là demandé des contrôles ou l'aide de la Cour des comptes, nous avons mis en place des procédures de contrôle interne et externe de nos opérateurs, à la fois interne pour bien vérifier que nos missions sont remplies de manière exigeante par les agents, donc un dispositif de contrôle interne, et puis externe avec la volonté d'auditer les opérateurs de l'OFII, tant en ce qui concerne la langue qu'en ce qui concerne d'autres
d'abord la langue en ce qui concerne d'autres perspectives. Alors, vous m'avez parlé des perspectives d'avenir, bien évidemment. Il y a l'enjeu de la mise en œuvre de la loi. Nous attendons les arbitrages du niveau de langue qui sera exigé, puisque le texte parle d'un niveau A2 pour obtenir un titre de séjour pluriannuel. Je dois dire que c'est une évolution importante, puisque je rappelle que le contrat d'intégration républicaine ne demandait aux personnes que d'assister aux cours de français, hein, avec 80% d'assistance. Et là, la philosophie a changé. Elle est du reste comparable à ce qui se fait chez nos principaux voisins, hein, c'est-à-dire exiger un niveau de langue avant d'obtenir un titre pluriannuel. Certains de nos voisins, je pense à l'Allemagne, demandent même un niveau de langue minimal avant de maintenir le titre annuel. Mais nous ne faisons pas historiquement cela, le lien entre le niveau de langue et le titre de séjour en France. Donc il y a cela. On va voir, en fonction des arbitrages que j'attends, comme vous, peut-être impatiemment, ce que coûtera l'ensemble, enfin, les perspectives budgétaires. Hein. Ce qui est aujourd'hui prévu en termes budgétaires pour le contrat d'intégration républicaine, c'est aux alentours de 109 millions. C'est moins que l'année dernière, hein, indéniablement, mais nous avons, je pense, des outils, en particulier informatiques, et des capacités d'apprentissage de la langue en distanciel utilisées par nos voisins qui pourraient permettre d'optimiser la dépense tout en faisant droit aux personnes qui ont signé un contrat d'intégration républicaine ou qui vont le signer, de pouvoir faire l'apprentissage du français. Il y a l'effort qui nous est demandé dans la mise en œuvre de la vérification de l'intégration des valeurs de la République. C'est en partie lié à la langue. Je pense au rapport qu'avait fait M. Carucci à ce sujet il y a quelques années, qui soulignait cette question. Et là encore, nous sommes en train de travailler avec les services, avec les cabinets ministériels concernés, puisqu'il y en a deux, hein, pour arrêter précisément ce qu'il faut faire. Bien évidemment, nous pouvons nous inspirer aussi de ce qui se fait chez nos principaux voisins. L'Allemagne a fait évoluer en début d'année l'accès à la nationalité et la vérification des valeurs intégrées autour de la question de l'antisémitisme. Hein, dans le contexte présent, c'est peut-être pas anodin d'avoir cela en tête. Et puis il y a deux sujets, deux qui peuvent être en œuvre et trois qui sont un gros chantier. Je commencerai par le gros chantier qui est la mise en œuvre du pacte migratoire, qui va nous obliger à modifier nos procédures, en particulier en ce qui concerne ce qu'on appelle les Dublins. Il y a la possibilité de renvoyer et la fermeture ou la non-attribution des conditions matérielles d'accueil pour ceux qui relèvent d'un autre État. Hein, là encore, notre voisin allemand a décidé en janvier d'anticiper un peu le pacte migratoire. C'est une discussion qui a lieu dans plusieurs pays d'Europe et qui, naturellement, ne pourra ne pas être aussi un des enjeux en France. Mais il y a deux choses aussi qui nous semblent importantes, c'est les questions de santé et de vaccination. Nous avons beaucoup vacciné pendant la période Covid et mon souhait serait que l'OFII soit désigné comme organisme qui puisse vacciner les personnes et en particulier faire des rattrapages vaccinaux, ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. Je pense qu'en termes de santé publique, ça serait un enjeu important. C'est une discussion avec le ministère de la Santé qui a du mal à aboutir, mais je ne désespère pas. Et puis, il y a la prise en charge des personnes victimes de la traite des êtres humains, des femmes en particulier. Nous avons ouvert 300 places qui sont directement orientées sur ces publics. C'est un enjeu important lié aux évolutions de certaines immigrations que de pouvoir mieux prendre en charge ces questions, parce qu'elles ont après des incidences en termes d'ordre public, nous le savons bien, et nous espérons mieux repérer les personnes en amont. C'est pour ça que nous travaillons avec le HCR à la formation de nos agents pour, au moment de l'enregistrement en guichet unique, vérifier l'état des personnes. Voilà, Madame la Présidente, un peu le bilan à la fois général et peut-être plus conjoncturel en ce qui concerne l'activité de l'établissement. Merci, Monsieur le Directeur. Nous allons pouvoir passer aux questions. Je demande à mes collègues de s'inscrire s'ils souhaitent poser des questions. Et je commence par Monsieur Christophe-André Frassa, qui a demandé à prendre la parole.
Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Directeur pour vos propos. Moi j'ai une question sur le budget qui va venir en 2025. Les crédits qui sont proposés pour 2025 pour la mission immigration, asile et intégration ne sont, si je puis dire, pas très favorables à l'OFII. Vous perdez en gros 29 TP et la capacité du parc d'hébergement pour les demandeurs d'asile va être réduite d'environ 6 000 places par rapport à 2024, 73 000 contre 119 000. J'ai bien entendu ce que vous venez de nous dire sur la capacité d'hébergement, sur les efforts que vous menez pour l'hébergement. Comment comptez-vous adapter votre structure à cette nouvelle donne, pour ne pas dire à cette nouvelle contrainte? Alors, merci. Nous allons prendre plusieurs questions. Je vais ensuite passer la parole dans l'ordre à M. Henri Leroy, à Mme Jacqueline Eustache-Bregnaud, à M. Guy Benarroche, et nous ferons une pause avant de la passer à Mme Lauriane Josande, à Mme Françoise Dumont, à Mme Mélanie Vogel et à M. Olivier Bitz, qui vient de lever la main. Donc, M. Henri Leroy. Et je voudrais relever que vous soulignez de manière récurrente, d'ailleurs, le taux de rotation élevé du personnel de l'OFII, 30 à 40% la première année. Quelles difficultés cela engendre-t-il pour le bon fonctionnement et pour l'activité de l'Office? Et quels sont, selon vous, les remèdes qu'il faudrait appliquer pour, je dirais, atténuer cette difficulté? Merci. Merci. Mme Jacqueline Eustache-Bregnaud. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Directeur, pour toutes ces informations que vous nous avez aujourd'hui très complètes. Moi, je voulais revenir quelques instants sur le titre d'étranger malade, parce que vous l'avez rappelé, l'OFII est donc responsable et instruit les demandes de titres d'étranger malade qui permet à des étrangers en situation régulière d'avoir des titres plus ou moins longs d'étrangers malades. Est-ce que vous pourriez nous faire le point sur ce sujet et en particulier nous préciser, parce que c'est une question, s'il est vrai que cette voie d'accès au séjour est un cas unique en Europe? Est-ce que c'est une réalité? Et est-ce que vous pourriez nous indiquer ou nous donner des informations sur ce coût de la procédure et éventuellement, si vous avez une idée, sur les pistes de réforme envisageables sur ce titre de séjour, quand même souvent sollicité par un certain nombre de personnes en situation irrégulière? Merci. Et Monsieur Guy Benarroche qui clôturera cette première salve de questions. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Lasky de tous vos détails sur l'action que vous avez menée. J'ai le même souci qui a été développé par Monsieur Frassa sur le budget qui arrive. Et en fait, pour étendre un peu la question qui a été posée, pour faire un résumé de ce que j'y ai vu, sur l'hébergement, effectivement, on y voit 6179 places d'accueil en moins. On voit également que l'allocation en faveur de l'exercice du droit d'asile, qui finance les dispositifs d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, c'est l'action 2 en fait, est réduite quant à elle de 16% sur l'intégration sur la langue. On remarque qu'il y a une diminution de 45% en CP des budgets qui vous sont affectés. Je voudrais savoir comment vous comptez combler cette diminution concernant les cours de français en langue étrangère, qui paraît paradoxal, vous l'avez dit vous-même, avec les impératifs aujourd'hui qui sont demandés sur les exigences linguistiques depuis la dernière loi immigration. Sur l'intégration par la formation professionnelle, je vais me passer des chiffres, mais en gros, on peut considérer que la suppression de budget alloué aux formations de l'OFII, aux structures de proximité, va compromettre, sauf disposition que vous pourriez déjà avoir en tête, l'intégration des différentes personnes. Et à contrario, je terminerai là ma question, il semble qu'on veuille, en tout cas c'est une déclaration de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, il semble qu'on veuille en fait substituer aux associations dans les CRA du personnel de l'OFII, vu les problèmes à la fois de formation, de turnover et de diminution des personnels de l'OFII. Je voulais vous demander comment vous envisagez éventuellement de répondre à cette nouvelle demande. Merci. Vous avez la parole, Monsieur le Directeur. Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer de grouper les réponses, puisqu'il y a plusieurs questions qui posent les mêmes sujets. Alors, en ce qui concerne les emplois, effectivement, nous avons une diminution qui est prévue d'emplois, en particulier pour deux raisons. D'abord, parce que nous allons donner des emplois à l'OFPRA, parce qu'il y a un enjeu majeur
mais qui est historique, qui est d'accélérer les procédures d'asile. L'OFPRA est aujourd'hui maintenant un des organismes qui statue le plus vite en Europe, mais c'est un enjeu de dépenses, puisque plus la décision est prise et moins il y a de dépenses d'allocation pour demandeurs d'asile. Donc l'investissement des agents pour l'OFPRA, c'est une bonne démarche en ce qui concerne les finances publiques. Oui, il y a une légère perte d'emploi de 3%, sachant que c'est un établissement qui a été beaucoup pourvu en termes d'emploi. On est un des rares établissements publics, je dirais, depuis que je suis arrivé. On était à moins de 1000 agents quand je suis arrivé. On est aujourd'hui à près de 1400 fiches de paye. Voilà l'équilibre et de la dépense dans quelque chose qui est demandé, je dirais, à toutes les administrations. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas d'efforts dans nos procédures pour répondre à la demande de réduction des coûts. Alors, en ce qui concerne les places d'hébergement, bien évidemment, c'est un sujet, je vois bien le problème. D'abord, l'OFII n'est pas directement gestionnaire des crédits des places d'hébergement, c'est une décision du ministère de l'Intérieur et que nous mettons en œuvre après coup, mais je ne veux pas éluder la question. Le problème majeur que nous avons aujourd'hui dans l'hébergement pour demandeurs d'asile, c'est la difficulté de sortie de l'hébergement de deux types de publics. Nous avons près de 10%, enfin un peu plus même, des places occupées qui le sont soit par des personnes qui ont déjà obtenu le statut. Et les personnes qui ont obtenu le statut n'ont pas vocation à rester dans le dispositif national d'accueil. Et quand on le regarde précisément, vous avez les 6000 places d'une certaine manière, mais je comprends bien le problème. C'est l'orientation vers le logement suppose une capacité d'autonomie et donc ça suppose la question de l'emploi. Et là, on touche un des éléments de difficulté des parcours d'intégration. Et puis, la deuxième chose, c'est les publics qui ne relèvent plus de l'asile et qui, en réalité, relèvent d'un retour et d'un retour contraint vers leur pays d'origine. Et quand on fait la somme des deux, eh bien, on dépasse très largement les 6000 places. Et donc, l'enjeu, d'une certaine manière, à partir de la réduction des places, c'est de savoir comment on peut optimiser le parcours d'indépendance de ceux qui ont obtenu le statut de réfugié et comment on peut améliorer les capacités de retour de ceux qui n'ont plus vocation à rester sur le territoire. C'est ça, cet enjeu de place. Et je pense qu'il faut lier les deux. Et c'est aussi quelque chose qui nous permet de mieux travailler avec les opérateurs, puisque l'ensemble des opérateurs n'a pas forcément conscience de la nécessité de faire en sorte que le dispositif national d'accueil soit d'abord pour ceux qui demandent l'asile et ne puisse pas être un lieu de maintien pendant parfois des années en ce qui concerne les réfugiés dans le dispositif national d'accueil, mais c'est un travail fin que nous allons faire. Alors, en ce qui concerne les emplois de nouveau et la rotation, oui, il y a un problème de rotation qui est de deux ordres, même si on a réussi à le faire baisser, d'abord grâce à l'évolution de la loi sur la fonction publique, puisque nous étions à un moment donné dans une difficulté, c'est que nous ne pouvions plus proposer des contrats à durée indéterminée au sein de l'OFII. Aujourd'hui, nous pouvons de nouveau le faire et nous faisons 90 CDIsations, comme on dit, à peu près tous les ans, mais on a deux sujets. Un sur lequel on est en phase de rattrapage, c'est l'écart des salaires, enfin, entre différents établissements publics et entre établissements publics et certaines administrations, y compris parfois l'OFPRA, qui fait que, je pourrais ajouter le secteur associatif. Vous avez demandé un audit de la Cour des comptes, l'aide de la Cour des comptes sur le secteur associatif, mais le secteur associatif peut être financé par l'État, peut être un facteur d'attractivité pour des personnels d'établissements publics qui peuvent voir que dans certaines associations, les salaires sont supérieurs à ceux proposés par l'emploi public. C'est un sujet qui mériterait une réflexion plus large que la mienne. La deuxième chose, c'est qu'on peut avoir entre administrations des régimes de primes qui sont différents. On a depuis des années un débat sur l'égalisation des régimes de primes et il est très clair qu'un établissement à vocation sociale comme l'OFII n'est pas forcément le mieux doté
en régime de prime. Et c'est un sujet, là aussi, que je discute avec mes autorités de tutelle. Je pense qu'il faut arriver à prendre en compte la pénibilité du travail et donc à mieux rémunérer les personnels qui le méritent. Ça fait partie des enjeux et qui explique une partie de la rotation. Et enfin, la difficulté de certains publics. Mais ce n'est pas vrai uniquement à l'OFII. La filière immigration, quand je suis rentré comme fonctionnaire au ministère de l'Intérieur il y a maintenant longtemps, était une filière qui attirait des agents. C'est devenu une filière, un métier extrêmement difficile avec certains publics, surtout quand on est en contact avec les publics. Et donc, on a un phénomène de fuite qu'on peut comprendre et qu'on peut doublement comprendre à l'OFII, puisque nous avons à l'OFII une grande majorité de nos agents qui sont des femmes, et l'interaction parfois entre certains publics et nos agents femmes peuvent être difficiles pour des raisons culturelles que je n'ai pas à développer, mais que vous comprenez parfaitement. En ce qui concerne le titre de séjour pour soins, oui, c'est une spécificité française, pas simplement européenne, je dirais en Europe, mais même à travers le monde, puisque c'est la possibilité pour toute personne qui peut arguer du fait que le soin n'est pas accessible. Et dans l'accessibilité, il y a la question sociale qui joue, qui peut postuler un titre de séjour pour soins. Je fais toujours cette démonstration que je reprends des économistes, qui est celui du coût marginal au sens démonstratif, même si ce n'est pas le cœur du sujet, puisque le cœur du sujet, c'est d'abord des personnes en première nationalité qui viennent d'Algérie et puis globalement du sud du monde. Mais vous pouvez avoir des personnes qui viennent de pays du G20, qui obtiennent ici un titre de séjour pour soins, alors que leurs pays, sur le plan médical, sont tout à fait comparables et même parfois sont les lieux dans lesquels nous produisons les médicaments pour les faire venir jusqu'ici. Et donc c'est un sujet qui est tout à notre honneur en termes de pays, mais qui peut être discuté dès lors que cette solidarité se fait pour des non-contributeurs sur la base de ceux qui contribuent à l'État social. C'est différent de l'aide médicale d'État en ce sens-là. Et donc les pathologies sont forcément lourdes, et avec, pour certaines d'entre elles, ce qui a été souligné par les rapports de l'IGAS et de l'IGA, mais aussi dans le rapport Stefanini et Vin, des distorsions de présence qui pourraient attester de filières pour soins. Je pense en particulier à des éléments comme la dialyse, avec la perspective de la greffe, pour lesquels les spécialistes s'émeuvent de temps en temps, ou d'autres sujets. Historiquement, c'était une procédure qui avait été faite dans le cadre de la pandémie de sida, à la fin des années 90. J'étais à l'époque au cabinet de Jean-Pierre Chevènement quand cela a été décidé. Aujourd'hui, la France, un des premiers contributeurs du fonds sida onusien. La question n'est plus celle-là, elle est sur d'autres pathologies, et le coût, puisque c'est aussi la question, Madame la sénatrice, il n'est pas totalement identifiable, puisqu'il se perd dans la masse de la sécurité sociale, mais ce qui est indéniable, c'est que ce sont des pathologies, et dans le dernier rapport de l'OFII, nous pointons le risque sur le lien entre le traitement pour certaines pathologies et le coût des médicaments. Aujourd'hui, pour certaines maladies du sang, vous pouvez avoir des piqûres qui sont à 250 000 € la piqûre, et donc les coûts sont extrêmement élevés en réalité, et mériteraient sans doute une analyse beaucoup plus fine pour aussi essayer de comprendre qui vient et pourquoi et pour quelle pathologie. Mais c'est un sujet, je dirais, sensible. Voilà, en ce qui concerne les CRA, les centres de rétention administrative, je rappelle que l'OFII est un établissement public présidé par un conseiller d'État, qu'à ce titre, il a, sur le plan juridique, la même situation que l'OFPRA, qui est aussi un établissement public sous tutelle du ministère de l'Intérieur, et dont les agents de protection ont une garantie d'indépendance dans l'activité de protection. En ce qui concerne l'OFII et la reprise, si elle se faisait, de l'activité d'assistance juridictionnelle
juridique dans l'ECRA. Ça supposerait une évolution législative de manière un peu comparable à ce que nous avons pu faire et ce que j'ai mis en œuvre pour les médecins, c'est-à-dire l'introduction dans la loi de l'existence d'un service d'aide juridique qui pourrait être dirigé par un magistrat, comme le service médical de l'OFII est dirigé par un médecin, qui serait indépendant dans cette fonction-là d'assistance juridictionnelle. C'est un choix qui existe dans d'autres pays. Le fait que l'établissement public le fasse n'est pas en soi contradictoire, par exemple, avec les textes européens. Mais bien évidemment, ça supposerait des moyens de recrutement de juristes. Mais je crois que les personnels de l'OFII sont des personnels républicains, et en particulier quand ils sont à l'OFII, et que les juristes qui seraient dans ce cadre-là embauchés par l'OFII feraient leur travail en fonction des règles qui sont les nôtres, c'est-à-dire les règles de droit. Merci, Monsieur Leschly. Nous allons passer à 4 autres questions. Alors, dans l'ordre, je donnerai la parole à Madame Françoise Dumont, à Madame Mélanie Vogel, à Monsieur Olivier Bitz et à Madame Catherine Di Folco. Madame Dumont. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, au sujet de l'accueil des Ukrainiens. À partir de février 2022, l'OFII a été particulièrement mobilisé pour l'accueil des bénéficiaires de la protection temporaire ukrainien. Pourriez-vous nous faire un bilan de l'action de l'Office sur le sujet? Comment avez-vous réorganisé les services pour faire face à cet afflux inédit sans délaisser vos missions habituelles? Et combien d'Ukrainiens avons-nous accueillis? Pour quel coût associé? Enfin, combien d'entre eux sont toujours en France? Merci. Merci, Madame Mélanie Vogel. Pardon. Merci Madame la Présidente. Je vais essayer d'être très rapide. La première question, c'est le fait que nous n'ayons pas en France d'options légales très satisfaisantes pour les personnes qui sont ni expulsables, ni légalisables d'une certaine manière, c'est-à-dire qui sont régulièrement là, qui n'ont pas de possibilité d'accéder à un titre de séjour, mais qu'on ne peut pas expulser parce que ces personnes viennent de pays vers lesquels on ne peut pas les expulser. On avait eu des débats pendant la loi immigration sur la possibilité que la France adopte, comme certains de nos voisins européens, une solution pour ces personnes-là. Je voulais savoir quelle était votre opinion là-dessus, tout comme j'aimerais savoir ce que vous pensez de la proposition qui avait été faite de permettre aux demandeurs d'asile, pendant leur statut de demandeur d'asile, de pouvoir travailler légalement. L'autre question, vous en avez un petit peu parlé dans vos propos liminaires, c'est lié à cette fameuse vérification pour la régularisation des travailleurs sans papier qui ont droit au mécanisme qu'on a mis en place, la vérification de leur adhésion au mode de vie et aux valeurs de la société et aux principes de la République. Bon, les principes de la République, c'est une chose, c'est écrit quelque part. Les modes de vie et les valeurs de la société, ça me paraît très compliqué à déterminer. Je crois que personne ne sait vraiment exactement où sont écrits les valeurs de la société, c'est compliqué, mais alors les modes de vie encore plus compliqués. J'aimerais savoir comment vous pensez que vous allez pouvoir procéder pour déterminer de quoi on parle avant de savoir si les personnes dont on parle y adhèrent. Et le dernier point, très rapidement aussi, c'est sur le titre de séjour pour soins. J'aimerais savoir comment vous voyez le traitement de la question du droit à l'avortement dans ce sujet. À un moment où, après l'élection de Trump, on sait que ça va s'empirer, que pour ce qui est de la France, le droit, l'avortement est un soin, et c'est dans le Code de la santé publique. Comment la France peut donner accès pour des personnes qui viennent parce qu'elles n'ont pas accès à l'IVG dans leur pays, avoir accès à ce qu'il y a en France, un soin qui n'est pas accessible dans leur pays. Merci, Monsieur Olivier Bitz. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur. Nous pouvons d'abord tous reconnaître l'extraordinaire longévité qui est la vôtre sur ce poste, un poste qui est extraordinairement exposé. Et ces 9 dernières années, effectivement, on aura connu un certain nombre de crises. Et s'il est aujourd'hui envisagé de vous reconduire, c'est que, en tout cas c'est mon analyse, c'est que vous avez réussi pendant ces 9 années,
on va dire, à conduire cet office dans un sens qui semblait correspondre aux attentes. En tout cas, voilà, donc là, on est dans une belle continuité administrative qui est rare sur un poste de ce niveau-là. Simplement, je souhaitais relier deux questions, celle des difficultés RH de l'OFII et celle des nouvelles missions envisagées en CRA sur l'assistance juridique. Vous l'avez évoqué, il y a un taux de rotation extrêmement important des personnels de l'OFII, une difficulté à fidéliser les personnels. Donc, on peut être d'accord ou pas, hein, mais en tout cas, moi je le suis, avec l'idée de confier à l'OFII de nouvelles missions concernant l'assistance juridique en CRA. Mais comment imaginez-vous, alors qu'aujourd'hui, vous avez déjà des difficultés à recruter et à maintenir, de vous voir attribuer des nouvelles missions? J'ai bien compris que ce n'est pas vous qui les demandiez, mais qu'évidemment vous étiez prêt à les remplir. Comment vous imaginez pouvoir pallier et effectivement effectuer ce service auprès des personnes retenues en CRA? Merci. Madame Catherine Di Folco. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, je souhaiterais que vous puissiez... Je suis là. Monsieur le Directeur, je souhaiterais que vous puissiez nous faire un point sur le rendez-vous santé, cette expérimentation qui a été lancée en 2021. Il y a un bilan santé, je crois, qui est prévu, qui doit notamment traiter des dépistages des maladies infectieuses et puis des rappels vaccinaux. Est-ce que ce bilan s'est révélé positif sur le plan sanitaire? Et puis aussi, quel est le coût de cette opération? Merci. Merci. Avant de vous laisser la parole, Monsieur le Directeur, pour répondre, je préciserai que nous aurons encore deux intervenantes qui sont Madame Audrey Lincoln-Held. Pardon, je ne suis pas sûre. C'est bien ça, Lincoln-Held? Merci. Et Madame Sophie Briand-Guimont. Et nous laisserons ensuite partir Monsieur le Directeur, parce que vous avez l'autre audition, je crois, à l'Assemblée nationale ce matin. Donc, voilà comment les choses vont se présenter. Je vous laisse la parole, Monsieur Leski. Merci. J'essaie de répondre d'abord sur la question de la longévité. Bien évidemment, je vois bien votre interrogation. Oui, bien sûr, j'ai souhaité rester, mais d'abord, dans ma carrière, j'ai souvent privilégié les postes longs. Vous savez, il y a, je dirais, chez les hauts fonctionnaires, deux écoles. Il y a ceux qui veulent absolument la rotation parce que c'est l'échelle de Perroquet, et puis plus on tourne, plus... Et puis après, il y a le Graal, on finit préfet de la région Île-de-France. Enfin, mais ce n'est pas ma philosophie. Voilà. Ma philosophie, c'est que je pense qu'il y a des métiers et des missions qui méritent quand même qu'on s'en imprègne, et en particulier qu'on s'en imprègne intellectuellement. Quand je suis arrivé à l'OFII, puisque ce n'est pas moi qui ai choisi d'aller à l'OFII, au ministère de l'Intérieur, on ne choisit pas ses postes, on vous y désigne. Hein, j'avais été 4 ans préfet en Seine-Saint-Denis. J'ai eu une longue période aussi au bureau central des cultes. J'ai travaillé pendant 5 ans à l'accès au droit au ministère de la Justice, et je dois dire que l'OFII, c'est le lieu où je peux aussi mettre en valeur l'ensemble de ces compétences acquises, si vous voulez. Hein, voilà. Après, la deuxième chose, c'est que, je vous remercie de le souligner, bien évidemment, c'est un poste exposé. Je vois bien même qu'on peut être personnellement exposé, puisque on vous confond souvent avec les politiques qui sont décidées par vous, parlementaires, et par les gouvernements, et le haut fonctionnaire qui les met en œuvre, indépendamment de ce qu'il peut penser ou pas penser, puisque si le statut de la fonction publique du début des années 80, tel qu'il avait été pensé et écrit par Anicet Le Pors, rappelle que les fonctionnaires ont quand même un droit de parole, dès lors qu'ils ne remettent pas en cause des secrets professionnels ou les politiques qui sont chargées de mettre en œuvre. C'est pas toujours simple. Et ce sujet de l'immigration mérite, à mon sens, et on le voit bien dans toute l'Europe et au-delà, une réflexion qui dépasse simplement les points de vue importants, moraux, puisqu'on appartient à une commune humanité, mais qui essaye de réfléchir sur pourquoi, au fil des ans,
c'est quelque chose qui préoccupe profondément une partie de nos concitoyens, en particulier les plus démunis, et comment on peut répondre à ça. Et on a la chance ici d'être un État social articulé sur de la démocratie, et tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que la mondialisation qui a accéléré les phénomènes migratoires ne remette pas en cause un État social qui a été construit de longues luttes, en particulier parce qu'on a appelé le mouvement ouvrier. Je pense que vous serez sensible à cela. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que, pour répondre à la question des centres de rétention administrative, d'abord, c'est une proposition qui est faite par le ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas si le Parlement va l'adopter ou pas. Et je vous ai indiqué les conditions juridiques qui permettraient de la mettre en œuvre. Après, bien évidemment, je n'imagine mal le Parlement voter des missions complémentaires à l'OFII et ne pas lui donner les moyens de la remplir. Mais en ce qui concerne le taux de rotation, il est certes important. Enfin, il peut être il est de l'ordre d'un tiers en ce qui concerne l'OFII, avec des difficultés à recruter. Mais soyez pas trop sévères. Il y a d'autres secteurs de l'État ou de la vie publique où les difficultés de recrutement mettent en cause peut-être beaucoup plus profondément la continuité du service public que l'OFII. L'OFII a fait face de manière importante, par exemple, à l'arrivée des Ukrainiens, indépendamment de la question de ces problèmes de recrutement, et j'y reviendrai. Mais enfin, ce n'est pas l'éducation nationale, pour reprendre par exemple un sujet de comparaison, où ce n'est pas l'administration pénitentiaire. Hein. Voilà. Donc nous y arrivons et nous recrutons quand même, parce que par ailleurs, et je vois le ministre Bas, les agents de l'OFII sont des personnes qui font un travail social et qui sont particulièrement motivés pour le faire pour l'immense majorité d'entre eux. Mais avec les nouvelles générations, nous avons des difficultés dans le rapport au travail qu'on connaît à l'OFII, mais qu'on pourrait connaître dans d'autres secteurs de l'activité professionnelle. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, en ce qui concerne les Ukrainiens, puisque c'est un rapport avec l'OFII. L'OFII a été particulièrement réactif, et je dois dire qu'il y a toute une série de missions où justement, parce que nous sommes réactifs avec des personnels bénévolents, nous sommes utilisés par les différents gouvernements, puisque dans le cadre de ma longévité, j'ai connu plusieurs majorités parlementaires différentes, comme couteau suisse. Et il nous a fallu, parce que ça nous l'était demandé, par un public qui était quand même assez traumatisé, ouvrir les droits en allant les voir. Et du reste, ça pourrait impliquer, et je pense que ça l'implique, mais c'est une discussion avec la tutelle, de revoir exactement la carte d'implantation des directions territoriales de l'OFII, qui est une carte ancienne et qui a été élaborée au moment où il n'y avait pas cette pression d'arrivée nouvelle. Mais nous avons apporté les cartes demandeurs d'asile aux personnes là où elles étaient, et donc aux dépens indéniablement d'une partie des missions, mais en même temps, les missions sur lesquelles nous avons eu une pédale douce n'étaient pas les missions de l'asile. Toute la politique qui a été menée au moment de l'arrivée des Ukrainiens, c'était de faire en sorte que la filière asile ne soit pas touchée, et en même temps que nous prenions en charge les Ukrainiens. Et du reste, non seulement nous ne l'avons pas touché, mais quand je suis arrivé à l'OFII, par exemple en Île-de-France, il fallait plusieurs semaines pour rentrer dans la procédure d'asile. Nous avons mis en place la plateforme téléphonique avec 18 langues, et aujourd'hui, il faut une journée pour accéder à la demande d'asile en Île-de-France. L'effort, il a été constant. Alors, c'est vrai, il y a d'autres procédures qui ont pris un peu de retard. Je pense à la procédure de regroupement familial, indéniablement, et c'est pour ça que nous la rattrapons avec des outils informatiques. Alors, la dépense en termes fonctionnels, je ne peux pas la chiffrer parce que c'est des agents qui, par ailleurs, étaient... Mais la véritable dépense, c'est la dépense de l'allocation pour demandeurs d'asile. C'est ça qui est important. Et là, on est sur des chiffres... je n'ai plus totalement en tête, mais enfin 150 millions, c'est important. C'est indéniablement important. Alors, combien on en est aujourd'hui? D'abord, la France n'a pas été le pays le plus touché et le plus attractif pour les Ukrainiens. Il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent, mais en particulier le fait que nous n'étions pas un pays où il y avait une forte
communauté ukrainienne. Avant, il y avait à peu près 17 000 titres de séjour. Nous n'avons jamais, en réalité, dépassé les 100 000 personnes. Il y a eu un débat à un moment donné pour savoir si on n'allait pas avoir 200 000 Ukrainiens, etc. Nous n'avons jamais eu 200 000 Ukrainiens. Nous avons toujours été aux alentours de 100 000, avec des phénomènes d'aller-retour vers l'Ukraine, parce que c'est un public qui est majoritairement féminin et qui, du coup, au fil des évolutions de la guerre, et on peut le comprendre, des liens à maintenir nécessairement avec les valeureux combattants hommes, qui sont des pères. Par exemple, nous avons très peu d'adolescents de plus de 16-17 ans. Ça veut dire qu'ils restent là-bas pour des raisons que vous imaginez. Eh bien, la volonté d'aller dans les pays frontaliers. Et donc, nous avons eu des départs vers les pays frontaliers de l'Ukraine, et nous avons eu aussi des départs importants vers la Pologne et vers l'Allemagne. Voilà. Et puis, il y a d'autres pays qui étaient traditionnellement des lieux d'implantation de communautés ukrainiennes, l'Italie, l'Espagne. L'Italie, parce que c'est ce qu'on appelle les padentes, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent en particulier des personnes âgées ou des malades, et l'Espagne, pareil, et donc les personnes sont allées plutôt vers ces pays-là, et donc voilà à peu près l'état des choses. On va voir si elles évoluent, mais aujourd'hui, elles évoluent peu. On a des entrées et des sorties, des départs, etc. Mais la jauge, elle est, comme je vous l'ai indiqué, aux alentours de 60 000 adultes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a proposé des cours de français, et en réalité, on n'a pas eu beaucoup de succès sur les cours de français. On a ouvert les cours de français aux Ukrainiens dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Ça a très peu marché. Parce qu'il n'y avait pas de volonté d'insertion en réalité. Il y a eu tout un vocabulaire utilisé pour les Ukrainiens qui était un vocabulaire calqué sur les autres immigrants et qui, dès le départ, je l'avais indiqué, et pour reprendre, parfois les choses peuvent être sujet à polémique, mais j'en ai une autre sur les Afghans, un peu idiote, mais enfin bon, c'est comme ça. Leur volonté n'était pas de s'intégrer là, parce que partir avec l'idée qu'on s'intégrait, c'était intégrer l'idée de la défaite. Or, ces femmes, elles ne voulaient pas intégrer l'idée de la défaite. Et donc, du coup, elles ne voulaient pas être, pour la majorité d'entre elles, dans quelque chose de définitif. Alors, on a une partie des publics maintenant de ces femmes qui sont dans quelques milliers, qui sont dans une démarche pour le coup d'intégration. Mais pourquoi? Mais parce que très souvent elles sont veuves. C'est ça la réalité. Et à ce moment-là, on imagine la vie de manière différente. Et de ce point de vue-là, la France peut être un pays attractif. C'est ça qui est en train de se passer. Alors, Madame Vogel, sur les non-expulsables, non régularisables. En France, il n'y a pas de non-expulsables, non régularisables. Il y a des personnes qui sont sous obligation de quitter le territoire français et qui ne sont pas encore parties. Pour celles qui viennent de pays qui sont des pays qui relèvent du besoin de protection, l'OFPRA fait de la protection. Il n'y a pas de Syriens non expulsables, non régularisables. Il n'y a pas d'Afghans, sauf s'ils sont talibans ou qui sont non expulsables, non régularisables. Donc les personnes sont sous obligation de quitter le territoire français. C'est du reste un débat que vous avez. Et je dois dire qu'il y a une évolution en Europe sur ce sujet, puisque les OQTF, c'est aussi la conséquence d'un texte européen. Et c'est pour ça que les Allemands qui avaient cette catégorie qu'on appelle Duldung en Allemagne, eh bien, sont en train de revenir sur cette catégorie parce que justement, elle était non expulsable, non régularisable, avec la non-ouverture de droit. Qui est tout à fait discutable. Et dans la coalition gouvernementale qui vient d'éclater, un des sujets dans la plateforme de la coalition gouvernementale, c'était la question de la scolarisation des enfants, des non expulsables, non régularisables. Je rappelle que la particularité de la France depuis la fin du XIXe siècle, c'est la scolarisation des enfants, quelle que soit la situation administrative des parents. Ce n'est pas quelque chose qui est général en Europe, et donc l'Allemagne est dans un processus du reste de durcissement avec une accentuation, avec une loi qui a été passée début janvier sur les procédures d'expulsion, puisqu'ils sont maintenant dans des processus où on peut prendre les personnes la nuit, ce que nous ne faisons pas en France. On peut fouiller les téléphones, ce que nous ne faisons pas en France pour déterminer la nationalité, et toute une série de mesures extrêmement contraignantes, et aussi sur le type de séjour. Mais enfin bon,
Voilà. Après, la particularité de notre pays, mais ça a été introduit par la loi de Jean-Pierre Chevènement en 1998, qui était la règle de régularisation des 10 ans. Pourquoi 10 ans? Parce que c'est ce qui existe toujours pour les Algériens, hein, dans le cadre de la situation juridique particulière des Algériens. Ils ont droit à une régularisation automatique au tout de 10 ans. C'est pour ça que Jean-Pierre Chevènement avait choisi la règle des 10 ans, qui a été remise en cause dans les années suivantes. Et on a la procédure de régularisation aujourd'hui au fil de l'eau, ce qu'on appelle la circulaire Valls, hein, qui fait à peu près 30 000 régularisations tous les ans. Et si un pays comme l'Espagne fait aujourd'hui, ou va faire, puisqu'ils n'ont pas encore entamé une opération de régularisation, c'est justement parce qu'ils n'ont pas ça. Hein, et que s'ils arrivent à 300 000 régularisations, ce qui à mon avis est peu probable, mais enfin on verra, eh bien c'est moins que l'ensemble des régularisations sur la même période de la circulaire Valls. Hein, il faut bien comprendre les enjeux. Hein, et je dis cela parce que l'Espagne est en ce moment agitée, mais l'Espagne demande par exemple pour le début de régularisation qu'ils ont mis en œuvre, la vérification de la qualification professionnelle des personnes et du niveau de langue. Et pourquoi ils le font? Parce que la majorité des clandestins en Espagne sont des clandestins hispanophones, hein, puisque l'Espagne est le lieu d'arrivée de la demande d'asile sud-américaine, qui est la 3e actuellement en Europe. Hein, les premiers demandeurs d'asile en Espagne, ce sont les Vénézuéliens et puis après les Colombiens. Hein, et donc la question de l'intégration se pose différemment que pour nous. Sur le droit au travail, je rappelle que les demandeurs d'asile peuvent travailler au bout de 6 mois. Mais la question qui est posée à travers le travail, elle est de 2 ordres. C'est que les difficultés pour ceux qui sont là depuis plus de 6 mois, hein, et qui sont encore en procédure d'asile, c'est leur niveau de qualification pour intégrer le marché du travail, hein, et surtout dans un marché du travail qui a perdu beaucoup d'emplois peu ou pas qualifiés, et de manière conjoncturelle, et je le sais parce que c'est un des problèmes que nous avons pour la sortie positive de ceux qui obtiennent un titre dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, c'est le ralentissement économique de la France. Je veux dire, un des secteurs de l'intégration de l'immigration historique, c'est le bâtiment. Nous avons aujourd'hui une faiblesse dans la production de logements, et ça a une incidence directe sur la capacité d'intégration. Mais on pourrait y rajouter d'autres secteurs, hein, qui perdent beaucoup d'emplois. Les monoprix, enfin, ou les grandes surfaces qui sont de plus en plus informatisées, alors que c'est une fonction qui permet à des personnes qui ont un niveau de français qui n'est pas total de s'insérer. La manutention, hein, les centres Amazon sont aujourd'hui complètement informatisés. Hein, l'idée du manutentionnaire est en train de se perdre, et c'est ça qui amène aux difficultés d'insertion professionnelle. Enfin, dernière chose, la question qui est posée souvent, c'est est-ce que des personnes dont on sait qu'elles ne relèvent pas de l'asile, hein, mais de la migration économique, est-ce que si on les insère dans le marché du travail, est-ce qu'après il ne va pas y avoir un jeu, hein, pour dire dès lors qu'elles sont en insertion de travail, eh bien, est-ce qu'on doit ou pas les reconduire? Et là, ça renvoie à est-ce qu'il est légitime ou pas d'avoir dans la gestion des migrations des politiques contraintes, hein, pour les personnes. Pour l'instant, aucun pays n'a fait la démonstration qu'il peut arriver à avoir une politique de gestion des flux migratoires sans exercer de la contrainte sur ceux à qui il n'a pas accordé un titre de séjour. Je crois que j'ai à peu près répondu sur le rendez-vous santé. Merci de me poser la question. C'est une opération importante pour nous que le rendez-vous santé. Alors, ce n'est pas un coût extraordinaire, si vous voulez, dans le flux général, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a, pour une partie des publics, eh bien, un défaut vaccinal ou une faiblesse vaccinale qu'il faut absolument rattraper. On a des problèmes qu'il faut prendre en charge en orientant les personnes vers le droit commun, même si on a des difficultés dans cette filière-là. Je crois que c'est particulièrement important de le continuer, ce rendez-vous santé. C'est vrai qu'il a un coût, mais je pense qu'au final, du point de vue de l'état social, de l'état sanitaire, je pense qu'il faut le développer. On a fait 17 000 opérations rendez-vous santé l'année dernière. Hein, je vous donnerai plus en détail les chiffres, mais je pense que c'est une des choses sur lesquelles j'ai terminé mon propos liminaire. Je pense qu'il faut absolument continuer à avoir un travail de ce point de vue-là.
Merci. Donc les deux dernières questions de Madame Audrey Lincoln-Held et de Madame Sophie Briante-Guillemont. Bonjour, merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, vous avez indiqué tout à l'heure le parcours qui est le vôtre de haut fonctionnaire. On connaît aussi la liberté de ton que vous vous êtes dans le cadre de ce haut fonctionnariat parfois accordé. Et moi, je voudrais en profiter pour vous poser 2-3 questions peut-être plus qualitatives que quantitatives, même si je vous remercie pour l'ensemble des chiffres que vous nous avez indiqués tout au long de vos interventions qui sont particulièrement intéressants. J'aurais voulu savoir, puisque ça fait presque 10 ans maintenant que vous exercez votre fonction, quel est, avec le recul, votre plus grand regret. Et j'aurais voulu savoir aussi quel est pour vous, dans les 10 ans à venir, le plus grand défi qui se pose à l'intégration et à l'immigration dans notre pays et peut-être plus largement sur notre continent. Et enfin, j'aurais voulu vous entendre sur un sujet un peu plus spécifique, dont je sais qu'il ne dépend pas que de l'OFII, mais justement, au regard de l'expérience qui est la vôtre, votre regard m'intéresse. C'est la question, vous l'avez un petit peu effleurée d'ailleurs, en parlant à l'instant à la fois des enfants et de la situation de ceux qui ne sont ni expulsables ni régularisables, c'est celle des mineurs non accompagnés. Quel est le regard que porte le directeur expérimenté de l'OFII sur la situation de ces mineurs qui sont aujourd'hui, si je peux utiliser ce terme, baladés d'une institution à l'autre et dont on sait que pour ceux qui sont en plus en situation de recours, c'est-à-dire dont la minorité n'est pas certifiée, dont on sait que cette situation est pour eux particulièrement difficile. Merci. Merci Madame Sophie Briante-Guillemont. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, 3 questions très rapides. La première sur les conséquences de la loi du 26 janvier 2024 qui a rehaussé d'un cran les exigences linguistiques pour acquérir une carte de séjour ou la nationalité française. Comment est-ce que ça a impacté les activités de l'OFII? Deuxième question sur plutôt quelles sont vos relations avec vos homologues européens, en particulier au moment des crises migratoires. Et dernière question, on l'a évoqué sur votre longévité. J'aimerais savoir en quoi c'est un atout sur ce type de politique publique pour votre renouvellement. Je vous remercie. Monsieur Leski. Merci. Sur ma liberté de ton, qui peut peut-être poser débat. Moi, d'abord, j'ai pas une carrière très longue dans la fonction publique en réalité, puisque j'ai d'abord été ouvrier du livre avant de reprendre des études. Donc, j'ai peut-être un exis de haut fonctionnaire qui n'est pas habituel, mais c'est peut-être lié à cette expérience antérieure. Voilà, d'une certaine manière, c'est peut-être un style, mais qui peut interroger. Mais surtout, je crois que le rôle des hauts fonctionnaires, c'est quand même d'essayer d'alimenter au mieux les débats publics à partir des données et de son expérience. Et je l'ai fait quand j'étais chef du bureau central des cultes sur les questions de laïcité, et j'essaye de le faire sur les sujets d'immigration. Alors, du coup, je vais vous dire quel est mon plus grand regret. Mon plus grand regret, c'est que ça fait des années que j'essaye d'expliquer qu'il ne faut pas discuter de l'immigration uniquement à partir de la situation des irréguliers. Et je n'y arrive pas. Voilà, c'est clair, je n'y arrive pas. Mais je n'y arrive pas globalement dans le débat public. La majorité de l'immigration en Europe est une immigration légale. La majorité de ceux qui arrivent en France sont des personnes qui arrivent avec un droit acquis au séjour. Et en réalité, l'énergie du débat devrait se concentrer sur ceux à qui on a accordé un droit au séjour et qu'on n'arrive pas à intégrer parce qu'on a des difficultés sur le travail, parce qu'on n'arrive pas à articuler la question de la formation des personnes pour les amener à être des travailleurs immigrés par rapport aux besoins sociaux et aux besoins économiques, et on se polarise en permanence, et du reste, quand on regarde vos questions, sur la question de l'irrégularité. Et je pense que ça impacte négativement l'image de l'ensemble de l'immigration, qui est d'abord l'immigration dont la majorité des personnes s'intègrent. Voilà, la majorité des personnes s'intègrent. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons une part de plus en plus importante, pour des raisons culturelles, pour des raisons propres à leur qualité personnelle, de personnes qui ont du mal à s'intégrer. Je ne dis pas qu'il faut éluder le débat, mais je pense qu'il y a quelque chose là
qui est à réfléchir sur la manière dont nous débattons de ces questions. Et du reste, je pense que je quitterai l'OFII avec le sentiment qu'on n'ira pas complètement arriver. Voilà, c'est ça mon plus grand regret. Voilà. Et bon, c'est comme ça. Alors, quel est le plus grand défi? Je pense qu'il est lié à ce plus grand regret. C'est-à-dire que on ne pourra résoudre les tensions autour de l'immigration que si on arrive à prendre en charge des questions qui sont posées à l'ensemble de nos concitoyens. Et que avoir simplement le débat sur le plan, je dirais, presque moral, c'est en permanence faire injonction aux plus démunis, d'accueillir plus démunis qu'eux, sans trouver les solutions ou sans leur donner les pistes de solutions. Et je vous ai dit quelles étaient les deux grandes difficultés que nous avons. C'est la question du logement et la question du travail et de son évolution, et comment dans l'évolution du monde du travail et du monde de la production, eh bien, nous devons calibrer la question de l'immigration, comment nous devons prendre en charge les personnes, comment nous devons les accompagner. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'il ne peut pas être... on ne peut pas exclure de nos débats le fait que la mondialisation au sens large, elle a un de ses effets, c'est l'accélération des phénomènes migratoires, avec le fait que ça peut percuter les États sociaux et que ça reste à réfléchir. Et il y a des pays d'Europe où la réflexion est plus avancée, je crois qu'ici, et ça fait partie du défi aussi. Alors, le défi le plus immédiat, je pense que c'est la question liée en particulier à la santé des demandeurs d'asile et de ceux à qui on a accordé le statut de réfugié, et en particulier les femmes, parce qu'on a là des problèmes importants. Alors, les mineurs non accompagnés, parce que je suis un peu pris par le temps, ce n'est pas une compétence de l'OFII. Je vois bien le problème. Le problème, il est assez simple, et je parle devant l'Assemblée, je dirais, des territoires. La décentralisation en la matière a été pensée à une époque où la question n'était pas celle des mineurs non accompagnés. Et que du coup, on se trouve dans une situation où les départements n'ont pas la compétence, ou n'ont pas toujours la compétence pour prendre en charge ces questions. Et il y a là sans doute une évolution à faire. Enfin, il y a mineurs accompagnés et mineurs accompagnés. On a une partie des non accompagnés. On a une partie des mineurs non accompagnés qui peuvent être extrêmement, je dirais, démonstratifs positivement dans leur parcours, en particulier quand ils sont en apprentissage, pour montrer que voilà, il y a de la volonté, etc. Et puis il y a d'autres personnes qui ne sont pas du tout des mineurs et pour lesquelles il n'y a pas à avoir des éléments de faiblesse ou même de l'hypocrisie, hein, je veux dire, puisque c'est en partie de l'hypocrisie qu'on peut avoir dans certains débats autour des mineurs. Mais ce n'est pas une compétence de l'OFII, je pense que c'est un problème majeur. Je rajoute que la France a appliqué de manière beaucoup plus restrictive que d'autres pays les directives européennes, puisque les directives européennes n'empêchent pas le retour dans les pays d'origine de mineurs. C'est un choix de la France que de ne pas le faire, hein. C'est pour ça que d'autres pays le font et pas nous, mais ce n'est pas lié à l'Europe, contrairement à ce qu'on entend. Voilà. En ce qui concerne les conséquences de la loi, sur la nationalité, l'OFII n'est pas compétent. Simplement, bien évidemment, la nationalité, c'est la capacité à participer pleinement de l'espace civique. Et donc, le fait d'exiger un niveau de langue me semble pas incompatible avec cet objectif qui est de participer pleinement à l'espace civique, hein. Et donc l'exigence de français, c'est la capacité, c'est corrélé à cela, mais c'est un vieux débat. La France n'est pas historiquement très préoccupée, enfin au moins ces 30 ou 40 dernières années, par la question de la langue. Je me souviens de débats parlementaires, y compris ici, où on était plus on avait plus d'échanges sur le développement des langues régionales que sur l'effort qu'on devait faire pour renforcer les capacités d'apprentissage de la langue pour les immigrés, hein. Mais je ne veux froisser aucune identité régionale, qui sont toutes importantes, hein. Voilà. Avec mes homologues européens, oui, nous avons des liens, je dirais, avec les principaux, sachant qu'il n'y a pas les mêmes structurations, hein. L'Italie et l'Espagne, c'est des procédures très décentralisées,
hein, mais par contre, on a l'Allemagne avec laquelle on a des échanges. On a même un partenariat en ce qui concerne la réinsertion dans les pays d'origine. Je ne vous en ai pas parlé, mais on fait du micro-développement à partir de l'OFI. Et puis, beaucoup avec nos partenaires de Belgique, hein, qui ont une structuration presque équivalente à la nôtre. Et on a des expériences et des échanges en particulier. Ils peuvent arriver à avoir des dynamiques d'insertion professionnelle, justement, qui sont meilleures que les nôtres et sur lesquelles je travaille avec eux. En ce qui concerne ma longévité, écoutez, ça sera sans doute mon dernier poste, enfin, ça sera mon dernier poste dans la fonction publique si vous l'acceptez. Hein, voilà, je trouve que c'est une mission passionnante, voilà, et d'où la passion et parfois peut-être le fait que certains d'entre vous peuvent être sensibles au fait, à ma liberté de ton, d'une manière ou d'une autre. Merci à vous pour votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Nous allons vous laisser aller chez nos collègues de l'Assemblée nationale, je crois, afin de procéder aux mêmes formalités. Oui. Bon courage. Merci, Madame la Présidente. Au revoir. Au revoir.